Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis tellement, mais tellement en joie d'être avec vous ce soir. J'espère que c'est la même chose pour vous. Dites-nous d'où vous venez. Vous êtes près de 4500 inscrits ce soir, donc on est vraiment très honorés. Merci une fois de plus de votre confiance. C'est toujours un vrai plaisir d'être avec vous. Alors je vous rappelle, je suis Laura Massis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, votre coach intervieweuse. Je suis surtout très honorée de vous accompagner bien, ce soir pour cette soirée qui peut-être, on l'espère, en tout cas on est là pour ça, va pouvoir modifier, transformer, cheminer en tout cas, aller vers une vie plus agréable, une vie plus douce. Peut-être, vous savez, il s'agit d'un mot, une compréhension, parfois une prise de conscience, qui est un petit déclic et hop, la vie peut se transformer. Ce soir, en tout cas, notre invité, vous allez le voir, est un homme exceptionnel, Dat Phan. Bonsoir Dat. Bonsoir Laura. Ça va bien ? Oui, très bien. Ouais. En tout cas, je suis très très heureuse. C'est la première fois que je t'interviewe. Je suis très heureuse de le faire ce soir. Dans quel esprit tu abordes ce webinaire ? Moi, j'aimerais vous inviter. Bonsoir à chacune. D'abord, je suis très content que vous êtes là et on est là ensemble. Ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment un voyage dans la pleine conscience où on aura de moments de méditation, de moments d'échange, de moments de partage. Comme ça rend la vie un peu plus belle. Dans ces moments-là, on a besoin plus de connexion. Et juste pour démarrer, si c'est bon pour toi, Laura, oui. on peut faire... Dis oui tout de suite. Oui, on va entrer tout de suite parce que c'est vraiment dans cet esprit dans la pleine conscience, le clé, c'est de savourer. On dit dans une histoire zen, on dit on peut passer toute notre vie dans un restaurant. Ça serait un peu drôle et un peu non logique de regarder la carte qu'on va commander notre plat très délicieux. Mais si on passe tout le temps en regardant la carte, on va jamais goûter le plat. Et ce soir, c'est cette invitation de goûter, de savourer. C'est le rythme de la pleine conscience que on peut commencer juste avec un moment de l'arrêt. Ça, c'est la première pratique qu'on va nous entraîner dès que vous entrez dans un monastère zen ou la pratique de la pleine conscience, quelle que soit la façon. L'arrêt, ça veut dire que des fois, quand on arrive dans un lieu comme ça, parce que c'est aussi 8h30, on avait bien vécu notre journée. Donc, on a des choses qu'on emmène dans l'instant présent avec nous. Hein. Je sais, pour moi, c'est mes enfants, c'est mon travail, c'est le centre ici que je gère. Mais pour être vraiment là, il faut que je laisse un peu ma passé à la porte. Et aussi, on a cette présentation de le beau souffle aujourd'hui que j'imagine que vous anticipez qu'est-ce que c'est exactement. Et c'est aussi une invitation de lâcher un peu cette anticipation de l'avenir. Parce qu'on dit qu'on a un rendez-vous avec la vie. Et la vie se trouve seulement dans l'instant présent. Et c'est aussi facile que juste un moment de l'arrêt pour arriver. Donc, ce que je nous invite de faire, juste de trouver une posture confortable où on se sent vraiment bien installé dans notre chaise. On n'a pas besoin d'entrer dans un posture de lotus, de méditation. Et ce que je vous souhaite, de juste inviter votre corps de s'installer. Et pour faire ça, la pleine conscience, c'est juste une question de ramener notre corps, l'esprit ensemble. C'est ces deux choses que souvent est un peu fragmenté. Ça veut dire que mon corps est là, mais mon esprit est ailleurs. Et le moyen pour faire ça, c'est par le beau souffle, on dit la respiration consciente. Et pour nous aider, je vais juste inviter 3 sons de la cloche. Et ce sont les sons de la cloche dans la tradition zen vietnamienne. On dit mon corps et mon esprit et mon parole est en parfaite harmonie. Et j'apprends juste simplement écouter. Donc je vais juste, on va écouter 3 sons de la cloche ensemble pour faire ce moment de l'arrêt. Vous pouvez fermer vos yeux si vous souhaitez.
Vous pouvez laisser le demi-clos ou même ouvert, mais essayez pas de regarder trop les objets, le visuel autour de vous, mais on regarde plutôt 180 degrés. Et pendant cet instant de l'arrêt, je vous invite juste simplement de prendre conscience que dans cet instant, on est tous connectés dans cette grande terre, dans des lieux différents, des villes, des pays, mais on est tous connectés à l'instant présent, l'ici et maintenant, sur la même terre, le même ciel. Et on peut prendre conscience de notre environnement, où je me situe, peut-être dans une pièce, dans une maison, un appartement. Et je peux ouvrir ma conscience de l'écoute pour simplement accueillir le son qui va-vient. Juste d'écouter, rien d'autre. Et aussi d'entrer dans le rythme de le soir. Un rythme qui nous invite de se ralentir peut-être. Et maintenant, je vais vous inviter maintenant, tourner votre attention 180 degrés, votre conscience, pour sentir votre cœur. Dans cet instant, je peux sentir mes pieds, contact avec mes pieds au sol, des sensations, le bassin aux chaises. Et je peux aussi inviter mon cœur de se relâcher dans cette posture à la fois attentive mais détendue. Mes épaules, mon visage, mes deux mains. Et maintenant, comme un papillon qui va atterrir sur une fleur, je vais placer ma conscience sur le souffle. Cette sensation de j'inspire et j'expire. Si ça vous aide, vous pouvez dire à vous-même, j'inspire, je suis conscient que j'inspire. Et j'expire, je souris à la vie. Le beau souffle, ça nous permet d'abord de prendre conscience de la chose la plus importante, que je suis là et je suis vivant. Et c'est déjà le plus grand miracle de la vie. Et maintenant, je vous invite de descendre votre conscience de beau souffle au niveau de bas-ventre, cette siège de toute notre énergie, la hara, le tintai, et ressentir cette vie qui nous anime. C'est la sensation de la respiration qui va s'ouvrir le corps
et le bas-ventre qui va contracter. Et j'aimerais juste vous inviter pour la dernière partie de chacun de nous, on peut juste poser une intention pour ce soir, dans ce moment, dans ce temps. Voilà, pourquoi je suis venu à cette soirée-là? Et qu'est-ce que j'attends? Et on va juste terminer ce moment de l'arrêt avec un autre son de la cloche. Et ensuite, on peut réouvrir les yeux et faire un acte conscient de réactiver notre cerveau, notre corps pour entrer dans cette soirée. C'est une belle entrée en matière. Merci beaucoup, Data, pour. Écoute, ça nous met tout de suite dans l'atmosphère et vraiment cette chaleur qu'on va partager, en tout cas pendant cette soirée-là. Je voudrais bien dans le chat que vous nous précisiez par écrit, si c'est possible pour vous, ce que vous attendez de ce webinaire. Juste en un mot, comme ça, ça nous donne nous aussi notre intention, effectivement, de la soirée. Donc, ça, on va pouvoir rebondir là-dessus. C'est ça aussi la joie du direct. Comme ça, on peut aussi eh bien, essayer d'aller vers dans votre direction, en tout cas. On va faire au mieux. Je vais quand même rappeler, Date, un peu ton parcours. Alors toi, ce soir, tu vas nous partager certains enseignements du Bouddha. Je rappelle que tu es un ancien moine bouddhiste et tu as été notamment l'un des premiers élèves du maître spirituel Thich Nhat Hanh, qui, on le sait, est le pionnier de la pleine conscience. Et aujourd'hui, eh bien, t'enseignes cette pleine conscience et on a eu une belle illustration déjà pour démarrer ce webinaire. Merci de l'avoir fait à des milliers de personnes. Peut-être un mot peut-être sur Thich Nhat Hanh qui est vraiment voilà qui est un maître de sagesse. Tu as suivi ses enseignements pendant 25 ans. Comment ça se passe un enseignement avec Thich Nhat Hanh? Comment ça s'est passé pour toi? Oh, tout d'abord, j'ai vraiment, oui, quand je pense de mon maître, j'ai beaucoup de l'amour, la gratitude, parce que une vie monastique, c'est comme on vit avec une famille. Et moi qui étais au fond de la méditation, au fond de la pratique contemplative, mais comme un bon grand-père qui va nous guider, qui va nous, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension. Mon première leçon avec lui, quand je suis venu à le monastère au village de Prunier, il m'a demandé pourquoi vous êtes venu ici, mon enfant. Parce que j'avais 23 ans. Il dit, tu dois faire d'autres choses, tu dois s'amuser. Et j'ai dit, je veux apprendre le zen chez Thai. On dit Thai, ça veut dire que c'est juste un nom affectif, ça veut dire juste enseignant en vietnamien. Et j'ai dit, je veux apprendre le zen Thai. Et il m'a souri, il dit, ici, on n'apprend pas le zen, mais on apprend d'aimer. Et ça, c'était son invitation pendant mes 5 ans, quand j'étais moine là-bas. Je pense que j'ai peut-être une idée. J'espère qu'est-ce que c'est l'amour. Et c'est ça que son essence, on dit même de toute cette pratique méditative qu'on est en train d'apprendre, c'est d'apprendre d'aimer. Donc ça, c'est quelque chose, mais en dehors de ça, la vie avec lui, c'était un honneur parce que on a la chance de fréquenter des gens extraordinaires. On sait qu'il était très proche, par exemple, Dr. Martin Luther King. Les deux, ils étaient les deux qui étaient très dans le social. Et c'est la deuxième chose que j'ai appris avec lui, c'est la méditation, c'est pas une évasion de la vie. Et pour Thai, il avait mon âge même, à 40 ans. Il a fait un acte conscient de partir de le pays pour parler de la voix de le peuple pendant la guerre de Vietnam. Et ces rencontres, c'était très puissant
parce que vous ne savez pas ça, mais Martin Luther King, dans le même temps, il était aux États-Unis pour combat pour le droit civil. Et Thich Nhat Hanh pour la fin de la guerre de Vietnam. Et ces rencontres, il a dit que c'était une rencontre de deux frères. Il a dit pour la première fois, je sors de le pays de Vietnam. Il n'a jamais sorti le pays avant. Et je me suis rendu compte qu'il y a des êtres éveillés partout. Oui. Et c'est très important. Et après cette rencontre, par exemple, Martin Luther King, il a dénoncé la guerre de Vietnam. Et ça a devenu une guerre qui maintenant était médiatisée. Et je pense que ça aide à mettre un peu la fin de la guerre qui était finie quelques années plus tard. Parce qu'il a dit, très franchement, il dit, pourquoi nous, on envoie le noir là-bas pour combattre une guerre où ici, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de voter, on n'a pas le droit d'aller manger dans un restaurant. Et pour ça, il dit, j'ai beaucoup appris à côté de Martin Luther King, en fait, de cette tendresse. La dernière fois, ils ont rencontré, c'était à Genève, dans un hôtel. Et Thay, il était un peu, Martin Luther King lui a invité de manger avec lui le petit-déj. Et il était en retard. Et quand il avait finalement fini avec ses entretiens, ses conférences avec les journalistes, il a montré dans la chambre de Martin Luther King 3 heures après. Et il était très surpris parce que Dr. King, il a laissé le petit déjeuner chaud pour lui. Il dit, asseyez-vous, vous devez avoir faim. Et ça, c'est un grand homme. J'ai rencontré un grand homme parce que c'est dans les petites choses. Dans le zen, c'est dans les petites choses qui est le plus important. C'est des fois, on pensait de montrer sur une estrade pour parler aux gens. Et mes potes, il m'a appris que chaque chose que je fais est importante. C'est ça que tu retiens de son enseignement, bien sûr l'amour, on l'a compris, la tendresse, la compassion, mais c'est ça aussi que tu retiens de son enseignement, c'est que chaque petite chose, chaque petit pas finalement est essentiel et qu'on ne met pas assez d'importance, de conscience sur ces petits pas. Exactement, exactement. Et après, il avait tellement de personnalité que, en fait, de grands êtres que je considère que j'avais cette chance de côtoyer, hein. Et c'était vraiment une grande chance quand sa sainteté, le Dalai Lama aussi, qui était très proche à Thay, qui lui dit même, Thay, il nous montre ce lien entre le paix avec soi-même et le paix du monde. Et je pense que au moins je comprends un peu ce lien maintenant, où je suis maintenant sur mon chemin, où j'essaie de un peu partager cette vie, où on a cette paix en soi-même, mais comment on peut contribuer dans le pays, dans le monde. Comment contribuer davantage. Voilà. À la question, Date, tu sais que j'ai posée là tout à l'heure, que tu as posée aussi à la fin de la méditation, qu'est-ce que vous attendez? Je vais juste prendre quelques témoignages, bien sûr. Vous rappelez aussi qu'il y aura un petit moment de questions-réponses, hein, comme à chaque fois dans les webinaires, d'ici 3/4 d'heure environ. Laissez des questions dans le chat. Vous savez, vous avez un Q&A, vous avez un petit onglet sur la droite de votre écran où il y a écrit Q&A et vous pouvez laisser vos questions comme ça. Je ferai une petite synthèse des questions et je les poserai après. Donc, pour revenir sur la question, qu'est-ce que vous attendez? L'éveil, on nous dit vivre davantage dans l'instant présent, me relier aux autres dans l'amour, trouver plus de calme et de paix. Ça va évidemment te parler, Date. Me relier à la joie, pratiquer beaucoup, parler moins, Jean. L'ouverture du cœur et la gratitude, enlever mes peurs, le ressourcement. J'attends s'il y a du calme et de la joie. Calmer mon mental, rester connecté. Des espaces plus vastes. Voilà, donc il y a vraiment... Merci hein, d'avoir pris ce temps d'écrire en même temps. C'est toujours intéressant pour nous parce que ça nous permet aussi d'aller dans cette direction. Et il y a Anne aussi, comment trouver et rester en paix dans les difficultés. Alors justement, Anne, pour répondre à ta question, c'est évidemment de pratiquer la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous préciser
que chez toi veut dire la pleine conscience, parce que c'est vrai que c'est un mot, c'est une expression qu'on voit beaucoup, qu'on utilise beaucoup, qui est un peu dispersée aussi aujourd'hui. Et surtout, on va expérimenter, vous avez compris, on va essayer d'expérimenter 2-3 fois dans ce webinaire. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est une façon d'être? C'est quoi? C'est une façon de vivre? Bon, après mon expérience, je pense que la pleine conscience, c'est d'abord une expérience de comment être un humain. On dit en anglais a human being. Et ce mot, c'est très important de comprendre avant que je suis un bouddhiste, avant que je suis un homme, avant que je suis un enseignant, un père, je suis d'abord un être humain. Et c'est là que, à partir de là, toutes les choses sont plus claires. Et la pleine conscience, il a des définitions qu'on donne à la pleine conscience aujourd'hui, par exemple dans la science, qui dit que c'est juste un acte conscient où on est conscient sans jugement des phénomènes, quel que soit le son ou notre monde intérieur. Et pour moi, la pleine conscience, j'ai essayé de le regarder en un sens encore plus large, qu'est-ce que c'est exactement, mais dans un sens de l'histoire, ça veut dire juste le mot sati, en sanskrit, ça veut dire se rappeler. Et quand le bouddhisme il a immigré dans le pays d'Asie du Sud-Ouest, comme le Vietnam, la Chine, ça a devenu un autre mot qui veut dire Nhang, Niam en vietnamien, qui veut dire, il a deux pictogrammes chinois, qui veut dire l'instant présent et le cœur. Donc, on voit un autre regard de la pleine conscience, pourquoi je veux être présent. Et comme vous avez cité quelques réponses sur le chat, c'est pour développer cette qualité humaine qui va nous aider d'être des êtres humains et pas de faire humain. Et la pleine conscience, sa racine, en fait, c'est une pratique qui est, en fait, même si c'est universel, je pense qu'il y a des choses qui sont développées un peu plus dans différentes parties du monde. Par exemple, le monde de la science, c'était un peu développé dans le monde moderne, occidental. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans le monde de l'introspection. Et l'origine de cette pleine conscience, en fait, c'est le Bouddha, il était une sorte de révolutionnaire, si vous voulez, parce que la méditation, il a existé même 6000 ans après, avec les ancêtres hindous. Et ce qu'il a découvert, en fait, c'était une certaine pratique qui était en dehors de la religion, de croyance. Mais il a dit, venez voir pour vous-même. Soyez votre propre juge. Mais pour lui, l'expérience, en fait, on sait que dans l'histoire de Bouddha, il était un prince. Et ce prince, comme nous, il avait tout, une éducation, à quoi manger, de belles choses autour de lui. On peut dire dans notre monde moderne, on est un peu de princes et de princesses parce qu'on a tous notre besoin satisfait. Mais lui, il n'était pas content avec juste ça. Parce qu'un jour, il est parti de son palais et il a vu la souffrance. Il a vu la mort, la maladie, la vieillesse. Et ça lui frappait parce qu'il dit, toutes ces choses on vit, mais en fait, on essaie d'éviter un peu. Parce qu'on est tellement peur de ces choses-là. Et en fait, il a fait un acte conscient dans cette époque-là. Il y avait des gens qui renonçaient à la vie. On s'appelle le shramana. Les ascètes, où ils ont basculé dans l'autre extrême, qui est cet extrême de on peut nier la vie pour transcender le corps, transcender l'esprit pour voir s'il y a quelque chose au-delà. Et il a entré dans une voie très difficile, la voie de l'ascétisme, où jusqu'à le point, il était au point de mourir, de plus manger. Et dans ce moment-là, les choses basculent parce qu'il se rappelait de son enfance. Quand il avait 12 ans, en pommée rose, il dit dans cet instant-là, j'ai compris le chemin de la présence, de l'instant présent, le bonheur. Et il s'appelle ça la voie de le beau souffle.
Anapanasati, dans le mot sanskrit. Et ça veut dire le va-vient, conscience de le va-vient du souffle. D'où l'expression le beau souffle. Oui, parce que le souffle, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus on est conscient. On a par exemple, on a ce mot religion en français, en anglais. Il y a la base latine que se relier. Et on peut poser la question, se relier à quoi? Et pour moi, dans le beau souffle, à mon propre, de façon dont je regarde, c'est de se relier d'abord avec le souffle. Oui. Parce que le souffle, c'est la vie. Et même en latin, le mot esprit, ça veut dire spiritus. Et un verbe de la spiritus, c'est suspira, ça veut dire respirer profondément. Et au fur et à mesure, avec le beau souffle, ça devient très lent, très calme. Et c'est comme la chose, on peut voir le monde en ralenti, Oui, ou c'est ça. même suspendu. Ouais. Et On en a besoin, hein. Oui. En ce moment, on en a vraiment besoin. Je pensais que c'était toi qui avais inventé cette expression, le beau souffle. Oui, parce que je trouve que le plus en plus que je pratique, il a un certain, dans le zen, le beauté, c'est très important. Est-ce qu'on arrive de regarder la beauté de la vie? Et le beau souffle, c'est un certain miracle parce que ça nous apprend, pour moi, d'être en contact avec le merveille de la vie. Oui. J'ai un ami, un résidentiel ici, qui a attrapé le Covid. Elle a été plaquée au lit pendant maintenant le 6e jour. On le soigne très consciemment, avec beaucoup de l'attention, mais elle a dit, je me suis rendu compte que de respirer, c'est un miracle. Et je lui dis, on n'a pas besoin de choper le Covid pour voir ça. Et on n'a pas besoin de même mourir d'expérimenter le paradis. Mais on a les yeux pour voir le merveille, pour voir quelque chose, nos enfants, le ciel, la terre, une couleur, pour moi, c'est une certaine merveille. Oui, c'est beau. Oui, oui, oui. Merci de nous ramener vraiment à ce regard-là, parce que parfois, dans notre quotidien, on a tendance, tous, en tout cas souvent, moi dans tout ce que je peux observer, des personnes que j'accompagne aussi, on a tendance à, il y a une rapidité, une accélération permanente, et je peux en faire partie aussi parfois, et donc merci de nous ramener à ce ralentissement. Et je pense qu'effectivement, le beau souffle, c'est ça aussi, c'est vraiment cette respiration consciente. C'est Bouddha qui disait qu'on avait des énergies d'habitude. Oui, oui. Est-ce que le beau souffle serait finalement une manière d'arrêter ces énergies d'habitude? Parce que qui dit habitude dit forcément quelque chose d'un peu forcé et automatique. Oui. Pour préciser aussi, le mot Bouddha, ça veut dire éveillé en sanskrit. Donc, on est tous de Bouddha, parce qu'on peut être tous éveillés. Mais on est plutôt le Bouddha à temps partiel, comme tu as dit, Laure, parce que on a l'histoire zen qui est très drôle, que si on peut imaginer un homme sur un cheval, et on regarde cet homme sur le cheval se galope, et imaginez une personne à bord de la route qui va dire à cet homme sur le cheval, où allez-vous? Et l'homme sur le cheval, il va dire, je sais pas, il faut demander le cheval. Et cette énergie d'habitude, ça nous pousse dans tous les sens. Et des fois, on ne sait pas où on va. Par exemple, dans la neuroscience, on s'appelle ça le mode par le défaut. On s'est rendu compte que le cerveau fonctionne dans différentes manières. Et ça, c'est une certaine nouvelle découverte qu'on a appris qu'il a cette mode par le défaut qui est lié à notre cerveau où on va se ruminer, penser les choses très auto-centrées, mais par biais le beau souffle, selon la science, c'est qu'on peut constater maintenant que ça va en fait désactiver, baisser un peu ce volume
mais avec un peu de l'entraînement, bien sûr, ça, tout s'entraîne. Par exemple, le Bouddha, il parle de la notion de cultivation, qui est très intéressant. Il dit il faut cultiver le souffle, parce que tout le monde respire, mais nous, la respiration, c'est un acte automatique. Et par exemple, dans la philosophie zen, la respiration, c'est très important parce que c'est la seule chose qui nous lie avec le monde, l'intérieur et l'extérieur, qui soit automatique ou soit conscient. Notre poumon, c'est le seul organe qu'on peut vraiment contrôler. Mes intestins, je ne peux pas contrôler. Mes reins, mes poumons, mes rats, et tout ça fonctionne par ostéopathie. Et ce qui est très important dans cette manière de voir le beau souffle, c'est une question de cultivation. Ouais, c'est joli ce mot cultivation. Justement, suivre sa respiration, être conscient finalement de sa respiration. Comment on sait si on a une respiration de qualité? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, une respiration de qualité? Comment est-ce qu'on peut mettre plus de clarté sur sa respiration pour aller vers ce beau souffle, justement? On peut faire un petit essai. Ah bah oui, avec plaisir. Je vous ai dit qu'on allait expérimenter ce soir. Donc. Si vous voulez. La première partie de la méditation de le beau souffle, on s'appelle la méditation de sérénité. En sanskrit, on s'appelle le shamatha. Et le shamatha, ils ont différentes qualités. La première, c'est pour nous arrêter, le cœur, l'esprit. Le deuxième, c'est pour nous se poser, pour sentir le cœur. Le troisième, c'est pour nous calmer. Et il y a le quatrième, le cinquième, c'est pour se concentrer et pour se guérir. Mais on ne va pas entrer dedans tout de suite. Pour répondre, on va faire un exercice où les choses, on va faire simplement, encore pas dans une posture méditative, mais juste de prendre conscience de le souffle. On a une chose qui nous empêche en fait, être conscient de notre respiration. Et c'est le contrôle ou notre ego, notre soi, parce que lui, en fait, il veut tout contrôler dans une façon très collective, très profonde. On essaie de tout contrôler dans notre vie, mais on voit il a des choses on peut contrôler, il a des choses on peut pas contrôler. Par exemple, je peux aller faire un acte pour aller au lit, mais c'est pas à moi de choisir quand je vais dormir. Je peux aimer Laura, mais c'est pas à moi de dire elle-même. Donc, il a des choses, voilà, c'est juste, c'est très difficile à accepter parce que nous, on veut tout contrôler. La première chose que le beau souffle nous apprend, c'est juste de lâcher le contrôle. Et on va avoir le retour, mais je vous invite encore avec le son de la cloche, juste, si vous souhaitez encore, vous pouvez fermer vos yeux si ça vous aide. Sinon, vous pouvez prendre les yeux demi-clos ou même ouverts. Mais d'abord, juste prendre quelques inspire et expire à votre propre manière profonde, juste pour sentir le souffle. Donc, je prends un inspire profond et je prends un expire profond. Donc là, je contrôle le souffle et je veux simplement sentir ce souffle qui est plus contrôlé, que je fais consciemment. Et ensuite, maintenant, je vous invite à lâcher le contrôle. Et à la son de la cloche, je vous invite juste à porter votre attention sur votre souffle. On va essayer d'explorer dans le zen, on essaie d'explorer par l'expérience. C'est une façon très implicite, parce qu'on a des connaissances intuitives qui viennent de l'extérieur, et les connaissances intuitives que c'est nous qui va voir
pour nous-mêmes. Dans ces moments-là, par exemple dans le chat, ou Laura, tu veux me dire qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Alors n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez ressenti. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cet exercice? C'est vrai que ce son de cloche là, tout de suite, ça nous remet dans un état tout de suite de paix interne. C'est assez fort. Comme une semi-hypnose. Ok. Quoi d'autre? Pour l'instant, on n'a pas. N'hésitez pas à écrire. Alors, je sais qu'on vous demande de. C'est participatif. Hein? Ouais, c'est ça. Un retour au calme extraordinaire, nous dit Sandra. Okay. Ça respire. On peut voir l'amplitude en fait. Hein? Moi, j'ai reçu. Voilà. Oui, et tout ça, c'est de bons signes. Une meilleure concentration. Attends, je continue juste recentrer. Ça y est, ça arrive. Lâcher prise, une plénitude physique, comme le temps qui s'arrête. Ça m'a fait tousser, Michel. Pourquoi? Bon, le mental est mis de côté, il devient un allié, une respiration dans le cerveau. De la profondeur et de la sérénité. La vie, c'est très joli ça. Gaillé, bah oui. Recentrage. Une meilleure écoute. Bah, tant mieux pour nous. Bien, mais trop court. Ah bon, bah, et après, il y aura une formation pour ça. Là, l'idée, c'est de vous donner des petits déclics, des prises de conscience, et puis qu'on puisse aller, qu'il puisse nous faire un peu savourer son voyage. Et puis après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Libération, plénitude. Ouais. Je veux juste expliquer pédagogiquement qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là. Comme ça, c'est très important. Comme je dis, tout le monde respire, mais très peu de nous respirent consciemment parce qu'on n'est pas compris le bénéfice que ça peut nous apporter. Je connais même le sage Eckhart Tolle. Il avait dit une fois, si vous suivez votre respiration pendant la journée, nous, on va perdre beaucoup de notre travail, Laure et moi, parce que il dit, vous avez expérimenté quelque chose de merveilleux. Et mais c'est sûr. Mais c'est vraiment une prise de conscience parce que tu sais, quand on a préparé ce webinaire ensemble, on a fait, je vous explique un peu comment ça se passe en off comme ça, mais voilà, on se parle et on essaye de voir ce qui sera intéressant pour les personnes quand on sera en direct. Et en fait, il m'a vraiment fait prendre conscience de ma respiration, mais dans tous les petits gestes du quotidien. C'est-à-dire quand je vais prendre une tasse et surtout laver mes légumes pour faire une soupe, par exemple. Et vraiment, je l'ai fait juste après. Je me suis dit, mais si j'arrivais à faire ça tout le temps, mais c'est une autre manière de vivre, en fait. C'est ça que tu es en train de nous apprendre. C'est une autre manière de vivre. Ouais, on est en train de basculer sur deux modes. On dit le mode de faire. Oui. Quand c'est important de faire. Hein. Moi, j'ai 1000 choses à faire. Mais il faut apprendre d'être dans le faire. Et la chose la plus concrète de faire ça, c'est notre respiration. C'est quelque chose on a toujours avec nous. Par exemple, pour moi, ça m'apaise, par exemple, de jouer la guitare ou sonner la cloche. Mais j'ai pas cette cloche pendant la journée. Mais j'ai toujours ma respiration. Et par exemple, la première chose qui va se passer, vous avez dit très précisément qu'avec ce changement de le mode, donc on passe par le mode par le défaut, à le mode de présence, on dit de pleine conscience, de pleine présence. Et dans ce moment-là, au moins, au niveau de cerveau d'abord, hein, je vais voir que c'est très... On peut voir, par exemple, à travers une étude, un homme s'appelle Breuer, il est l'un de le top des élites dans le monde qui fait la science contemplative. Ce qu'il peut constater, c'était même avec le cerveau de Mathieu Ricard, un cher Français, un bon militant de la compassion, la non-violence, la paix. On peut voir que dans ce moment de présence, juste ce simple fait, on vient de faire, on dit le lien, la capacité, le laisser distraire, la pensée autocentrée, parce que dans le cerveau, notre cerveau fonctionne par, je ne suis pas un expert, mais fonctionne par le flow sanguin, et on dit the firing of electrons, le déclenchement de notre neurones. Et ces deux choses vont activer le cerveau, ou c'est surstimuler, stimuler ou sous-stimuler. Oui?
Et dans ces moments-là, la région de notre cerveau qui est liée à la pensée autocentrée, il Rabaisser. se baisse, oui. Deuxième chose qu'on voit, pendant ces moments, cette zone, il est moins intense. Donc ça, on peut constater. La troisième chose, et ça va renforcer la région cérébrale qui est liée à la pleine conscience, ça cultive l'attention. Et c'est l'attention que des fois, on se sent déstabilisé dans notre journée parce qu'on est tellement de stimuli qui nous stimulent par le six sens, on dit. Et avec ça, on se sent voilà, que le pensée, c'est plutôt comme un torrent de rivière qu'un fleuve tranquille. Et dans ce moment, on peut le voir, en fait, comme Laure, tu as dit, dans le moment juste tout simple, c'est pas quelque chose de compliqué, mais la chose simple, quand il est répété, ça devenir une certaine habitude. On parle des énergies d'habitude qui est bénéfique. Oui. De juste de porter la respiration. Et mais dans un point de vue contemplatif, dans la contemplation, quand je fais ça, il y a une chose que je peux remarquer, que la chose va se relâcher. Il y a quelque chose qui dit, je tout sais, je peux bailler, parce que simplement le système sympathique n'est pas en marche. Et maintenant, je vais basculer sur le système parasympathique. Donc, des fois, les gens baillent, ils se sont fatigués. Et en fait, on est en train de nous écouter véritablement notre vrai état. Et quand on est vraiment dans l'action, on est moins dans cette écoute-là. Et c'est là que le usage de notre corps et notre système nerveux, notre cerveau, il commence par des carences comme ça, cette manque de l'écoute. Mais si on a une bonne énergie, que j'entends après le retour, il y a d'autres choses qui vont s'activer maintenant. C'est le calme, la concentration. Et on peut commencer à comprendre le premier. Je ne veux pas tout dire le beau souffle. Une deuxième chose, c'est on commence à prendre conscience de le non-contrôle. C'est en fait, ma respiration, il est différent à chaque fois. Le Bouddha, il dit, dès que vous prenez conscience de cette respiration, vous voyez que l'inspire, il est court, l'expire, il est long, mais quelque chose va être différent, on dit dans la pleine conscience, parce qu'il a cet non-contrôle. On accepte les choses comme elles sont, telles quelles. Et ça va très très loin, hein, mais juste avec le souffle, pour accepter le souffle tel quel, on se sent, wow, je peux juste être pour l'instant moi-même. Mais c'est un entraînement tout ça. Hein. Je pense que c'est important de rappeler ça. C'est-à-dire que même si c'est automatique, notre respiration, je crois que c'est important de dire que pour aller vers ce beau souffle-là, c'est quand même un entraînement, mais qui ne demande pas forcément beaucoup de temps. Exactement. J'aime bien ce que le Bouddha il dit, cette pratique, c'est bon au début, bon au milieu et bon à la fin. Donc, quel que soit vous faites pendant une seconde, vous vous entraînez plus voilà, avec dévouement pendant le quotidien. Et c'est là que vous voyez cette notion de neuroplasticité. Et en créant ces habitudes, on dit même dans la psychologie positive, ça prend 28 jours pour changer une habitude. Si on veut vraiment sentir les effets profonds, même au niveau cellulaire, les choses. Mais si de temps en temps, si on veut juste un moment de zénitude, c'est aussi... En fait, au village de Prunier, on a le moment de l'arrêt dans la journée, où quand on entend la cloche de la pleine conscience, je mets en ce mode de repos. Donc, par exemple, je peux être en train de faire la cuisine ou faire un travail intellectuel et on entend le son de la cloche de monastère sonne et tous les frères, on s'arrête. C'est très beau. On s'arrête, on revient dans l'instant présent. Mais ça, on pourrait le faire dans notre quotidien. Il y a Nurzeren qui nous dit justement, pouvez-vous nous donner des exemples dans la vie de tous les jours? Comment faire et quand faire, où faire? Ben voilà. Voilà un bel exemple, c'est-à-dire vous pouvez aussi décider vous, c'est-à-dire qu'à un moment on est autonome aussi, de mettre sur votre téléphone
3-4 fois ou 5-6 fois. Je ne sais pas ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, date, mais une petite sonnerie douce pour juste prendre le temps de se recentrer, se réaligner. Oui, exactement. Vous pouvez mettre, il existe même des applications maintenant Exactement. que vous pouvez télécharger et faire sonner toutes les heures. Toutes les heures, ah oui, c'est plus que 5-6 fois dans la journée, c'est toutes les heures, ok. Oui. Par exemple, quand je travaille sur l'ordi, je fais sonner cette cloche toutes les demi-heures parce que D'accord. des fois, j'oublie mon corps. Oui. Je peux travailler pendant 3 heures comme ça. Je me suis rendu compte après 3 heures, je suis comme ça. Je travaille dans une grande entreprise où on avait créé le premier programme de la pleine conscience, une Oui. grande entreprise en France, où on a formé 3000 personnes en 2011 jusqu'à 2016. Et c'est là que j'ai rendu compte, en fait, j'avais cette confiance de le directeur de créer ce programme à l'époque, où on n'a même pas parlé de la pleine conscience encore, mais j'avais mal au cœur parce que le monde sort comme ça à la fin de la journée. Et j'ai dit, je peux comprendre pourquoi il a de tension dans la maison, ou dans le bouchon, ou dans la circulation, parce qu'on n'arrive pas à lâcher. Et ça me rappelle moi-même quand ce moment de l'arrêt, ça m'a permis juste de s'arrêter. Je reviens à cette écoute de mon corps et je relâche. Mais tu respires à ce moment-là? Tu mets ta pleine conscience sur la respiration à ce moment-là? Oui, je mets Qu'est-ce que toute tu fais? mon attention juste sur le souffle. D'accord. Voilà, sans contrôler, je porte cette attention sur le souffle et c'est comme j'arrête de penser, j'arrête de bouger, j'arrête de parler. C'est déjà un moment Ouais. Et ça dure d'arrêt. 30 secondes à peu près? Hein, c'est quoi? 30 secondes, même des fois, quand je suis dans un métro, on peut revenir à le contact aussi, de la Oui. sensation. Oui. Je mets par exemple mes mains sur mes cuisses pour ressentir mon corps dans le métro. Ou ça peut être un son aussi, ou le souffle, le son, c'est assez concret pour ancrer l'esprit. Quelle application, Catherine, pour la cloche? On n'a pas d'application comme ça à vous donner, mais même si vous mettez, vous savez, une jolie petite sonnette sur votre téléphone toutes les heures, déjà ça marche. Après, c'est vraiment à vous de voir le bon outil pour vous et ce qui vous semble juste. Date, toi, dans ta formation, tu reviens beaucoup sur quelques termes que tu as employés déjà depuis le début de ce webinaire. C'est l'amour, on a bien compris. C'est la joie et c'est la compassion. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que tu parles beaucoup de compassion. C'est quoi la compassion? C'est un ressenti finalement nécessaire à cette introspection dont tu nous parles là? C'est un élément, des fois, qu'on ne parle pas trop dans de différents protocoles qui sont créés dans la pleine conscience. Mais par exemple, dans mon apprentissage, en fait, c'était même le début de l'apprentissage. On dit même dans la tradition bouddhiste, on dit la compassion, c'est le moyen à la fin. D'abord, qu'est-ce que c'est la compassion? D'abord, je pense que c'est bien un point de départ Oui, quand absolument. on est sur la même page. Le mot en sanskrit, on s'appelle karuna, ça veut dire, qui est différent quand vous regardez la définition de la compassion. Dans la russe, par exemple, ça veut compatoire en latin, ça veut dire de souffrir avec. Donc, on a l'impression de compassion, quand on voit quelqu'un triste, il faut que nous, on soit triste aussi. Et c'est pas la même notion qu'on a, au moins que j'avais compris dans mon entraînement de la compassion. La compassion, quand il est défini dans cette approche de tradition, c'est de ressentir l'expérience de l'autre. Donc, on a cet élément de l'empathie. Mais maintenant, d'avoir une volonté de soulager la souffrance par notre parole, par nos pensées ou par nos actes. Et ça, c'est très important parce que dans la recherche, dans la compassion, par exemple, on s'intéresse dans la compassion parce que on voit qu'on est trop dans l'empathie. Les amis qui travaillent dans le monde médical, maintenant, à cet instant-là, moi, je peux ressentir, je peux comprendre pourquoi c'est difficile, par exemple. Les gens qui travaillent dans le social aussi.
tout ce qui est lié à une certaine souffrance, on a tendance des fois on dit de basculer dans la recherche, on s'appelle la détresse empathique. Ça veut dire quand je suis trop en face de la souffrance, parce que j'ai pas de compassion, je vais choisir très inconsciemment le circuit neuronal qui est dans le comportement asocial, l'isolement. Et tout ça, on ressent, par exemple, j'ai traversé un moment de dépression, et j'avais ce sentiment que personne me comprend. Et de toute façon, je peux pas partager à ma femme parce qu'il ne va pas comprendre ma souffrance. Et j'ai vu, j'étais dans cette détresse empathique, mais le moment où je suis lié à l'autocompassion, selon la recherche, par exemple, il a un grand chercheur, s'appelle Christine Neff. Elle est vraiment encore une élite qui fait ce travail, qui a créé un joli protocole qui s'appelle Mindfulness Self-Compassion. Et la chose qui est différente dans cet apprentissage, la compassion, ça commence avec soi-même. C'est pas encore de soulager la souffrance de l'autre, parce qu'on dit, si je ne sais pas prendre soin de moi-même, comment je peux prendre soin d'une autre personne? Oui. Donc, cette compassion, d'abord, c'est l'autocompassion. Comment je peux prendre soin de moi-même? Et comment faire ça? On a, selon encore la recherche, il y a 3 points qu'on peut voir dans des études, de méta-études, qu'on peut voir que le premier, c'est la pleine conscience. Il faut prendre conscience que moi, j'ai un corps qui est un peu de tension, je suis en souffrance. Souvent, quand on est en souffrance avec des émotions négatives, par exemple, la première chose, c'est le déni. Dans toute forme de souffrance, on peut voir ça à travers le travail d'Elisabeth Kubler-Ross pour accompagner les gens à la fin de vie ou une simple émotion. Quand je suis en colère, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, en fait, je suis pas en colère. Quand je souffre, en fait, je souffre pas. Parce que chacun de nous, peut-être c'est un signe de faiblesse. De montrer ses émotions. Et nous, on veut être pas des êtres humains, mais peut-être des super-humains, pour moi, qui est impossible. C'est juste notre système nerveux n'est pas fait dans ce sens. Non, c'est sûr. Oui. Par exemple, dans le zen, on dit il faut apprendre à vivre comme les 4 saisons dans la journée. Dans la journée? Oui. Okay. La journée, on vit les 4 saisons parce que il faut des moments où on partage la joie, on se réjouit, on s'active, on danse, on chante. Mais il y a des journées parties, comme l'automne, il nous apprend de lâcher prise. Et vraiment, la lâcher prise, il a une certaine beauté dedans aussi. Il ne faut pas voir le moment d'inactivité comme j'existe pas. Oui. Et par exemple, l'hiver, c'est un moment où les choses s'arrêtent, mais grâce à l'hiver, le fleur de printemps, il revient. C'est beau. Et le Bouddha, il dit, voilà, c'est de l'autocompassion, en fait. On apprend à appliquer à nous-mêmes d'abord. Ouais. Et pour juste résumer, mon maître, il résume la compassion encore plus facile. Il dit, la compassion, c'est pas un nom, mais un verbe, une action. Donc, quand je ressens une certaine souffrance en moi, je sais qu'est-ce que je dois faire ou pas faire pour soulager la souffrance. Sa sainteté, le Dalai Lama, il dit la compassion, c'est de réduire la souffrance, de ne pas ajouter à la souffrance. Ouais. J'aime bien la notion du verbe, c'est une action, c'est magnifique. C'est Thich Nhat Hanh qui dit ça, hein, c'est ça. Oui. Ouais. Est-ce que tu nous ferais un petit exercice avant qu'on parle de ta formation sur justement sur un micro-exercice sur la pratique de l'autocompassion? Oui, avec plaisir. Comme ça, il a beaucoup de manières de travailler avec la compassion. Une manière, c'est par encore le clé, c'est la pleine conscience. Le deuxième, c'est notre humanité commune. Parce qu'on souffre tous. Hein? On ne peut pas cacher ça. On veut être tous heureux aussi. Tous aimés. Je ne sais pas s'il n'y a pas un être humain qui ne veut pas ça. Mais oui, donc, on essaie de faire pour ça quand même. Oui. Et
voilà, ce thème d'être humain, c'est très important. On va se relier à ça. Hein. La troisième chose maintenant, c'est encore la méditation de pleine conscience, c'est entre cette attention bienveillante, douce, tendre, à travers avec nous-mêmes et les autres, mais aussi cette intention. Et on va faire juste un micro-pratique, on dit, sur l'autocompassion et la compassion en général. Hein. Okay. Encore, je vous invite maintenant de peut-être prendre une posture peut-être plus attentive, que vous pouvez maintenant sentir une certaine verticalité dans votre... D'abord, vous pouvez attirer si vous avez besoin. Ça fait un petit moment où on est dans un pourrait faire bureau. sonner notre téléphone. Voilà. Faire les choses qui va vous... Voilà, vraiment... Vous obligez de sentir votre corps, le petit roulement des épaules, le roulement de la cervicale. Même le petit touche, si vous explorez intuitivement, qu'est-ce que vous avez besoin? La compassion, c'est un peu de ça aussi. Qu'est-ce que j'ai besoin, mon corps, dans cet instant, pour se sentir bien? Et ensuite, vous allez installer dans cette posture confortable, attentive, mais à la fois détendue. Vous pouvez sentir la posture. C'est un ancrage dans votre cœur. Et encore, je vous invite encore de simplement écouter 3 sons de la cloche. On va faire cette micro-pratique. Encore, soit les yeux fermés, demi-clos, un peu ouvertes. Donc, je nous invite dans cet instant d'abord de encore retourner notre conscience 180 degrés pour sentir l'expérience du corps comme il est dans cet instant. D'accueillir le corps comme il est. Le corps peut être fatigué, énergétique, tendu, détendu. Donc, juste cet accueil bienveillant, comme une main ouverte. Et ensuite, encore placer votre attention sur le souffle. On a de différentes manières de prendre conscience du souffle, de porter notre attention. Et maintenant, je vous invite d'être le souffle. Être le souffle, c'est juste, je suis la respiration. De son début de l'inspire, son durée jusqu'à la fin. Et je ressens cette point entre l'inspire et l'expire, cette suspension. Et je vais suivre leur expiration, le début, la durée jusqu'à la fin pendant un petit moment en silence. Donc notre attention est établie, on est présent ensemble, on respire tous ensemble consciemment, c'est merveilleux, dans cet instant. Des milliers de personnes qui respirent consciemment maintenant. Et ensuite, je vous invite à contempler la situation actuelle dans votre vie, ou la société, ou votre travail. Peut-être il y a des difficultés. Je peux vous inviter de peut-être visualiser cette situation
Peut-être c'est avec une personne, une situation, un lieu, un moment. Et maintenant, juste avec un geste, on a besoin d'utiliser un peu un petit geste. Je vous invite d'abord juste à placer votre main au niveau de votre poitrine. Juste prendre conscience de la sensation de la main qui touche la poitrine. Il y a peut-être la sensation de la texture de le vêtement, le battement du cœur, la chaleur. Et je vous invite juste maintenant faire quelques souhaits à cette situation. Le premier souhait, on fait en nous-mêmes, dans des phrases. Et ce souhait, c'est peut-être: puis-je être heureux, en paix, en sécurité? Et ensuite, on peut s'ouvrir cette contemplation sur cette situation de difficulté. On peut dire peut-être: puissiez-vous être en paix, en sécurité et heureux? Ou puisse-t-il être en paix, puisse-t-elle? Et ensuite, je vous invite de lâcher votre main. Et vous pouvez simplement ressentir ce qui est présent. Encore sans juger. Juste accueillir l'expérience telle qu'elle. Et je vous invite après d'effacer les images qui sont présentes. Et reviennent à la sensation de la respiration. Et on va terminer avec juste une petite question qu'on peut explorer sans réponse, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce moment de difficulté au niveau de mon parole, mes actes ou mes pensées? Et on va terminer avec un son de la cloche. On peut doucement activer un peu encore notre corps avec quelques étirements. Oui. Et on peut activer le cerveau pour... N'hésitez pas à nous mettre aussi dans le chat ce que vous avez ressenti pendant cette expérience. C'est toujours intéressant pour nous de voir un peu ce qui se passe chez vous. Comme ça, on est complètement en lien et on est avec vous. Merci en tout cas. Merci. Il y a Claudine qui nous dit que ça se rapproche de l'hypnose et avec une sorte de visualisation. Donc, n'hésitez pas à nous mettre ça. On va parler maintenant, si on est d'accord, de ta formation. C'était super. Bah oui, je suis d'accord, Brett, c'était super. Tranquillité, du recul par rapport aux problèmes, et de l'apaisement, un vrai moment de bonheur. Ça, c'est un exemple. Je suis désolée, je plane, nous dit Jean. Je vais juste dire, vraiment, c'est un exemple, ce que le Bouddha, il s'appelle la cultivation de l'amour bienveillance. Cultivation de l'amour. On peut cultiver notre attention, mais aussi l'amour bienveillance. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on fait avec de phrases dès qu'on a un certain niveau de concentration. Et le plus qu'on est stable, le plus qu'on est présent, le plus que ça va un peu changer un peu la façon qu'on peut penser, par exemple. C'est tel, des fois on pense que on a des facteurs de l'extérieur qui est responsable pour nos émotions,
Et par exemple, cette méditation sur l'amour bienveillance, cette cultivation, ça Mm. nous aide de voir en fait, est-ce que je suis responsable pour mes émotions ou Eh le oui. monde à l'extérieur? Mm. Et c'est très, très... Ouais, c'est puissant, c'est vraiment un exercice très puissant. L'importance du contrôle de nos pensées. Merci pour cette technique pour se détacher de la souffrance, des vibrations partout. Il y a quelqu'un qui nous dit, Patrick qui nous dit qu'il s'est endormi. Magnifique, super relaxant, du calme, de la bienveillance et des larmes. J'ai bien aimé, avec les yeux un peu ouverts, le vide, l'apaisement. Bon, super, ça veut dire que tout ça vous fait du bien. On est là pour ça, en tout cas, pour vous faire ressentir ces belles choses. Allez, on s'arrête quelques instants sur ta formation que tu proposes ce soir, justement transformer. Là, c'est un nectar hein, de ce qui vous a donné, c'est un nectar aussi de ce qui va se trouver dans cette formation. Transformer votre quotidien avec le beau souffle. Alors, c'est 8 semaines, date que tu nous proposes, où tu vas nous parler du souffle, tu vas nous parler bien sûr du corps, des émotions positives, des émotions négatives, des pensées, de l'esprit, de la liberté, de la réalité. Comment ça se déroule cette formation et quel est le message le plus important que tu as envie de nous donner ce soir par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette formation? J'espère qu'on peut le voir à travers cette formation que le souffle, c'est une véritable beauté, d'abord, mais par cette pédagogie que le Bouddha il nous avait présentée, on s'appelle Anapanasati, qui est une pédagogie très, on dit, habile, très, très claire. Le Bouddha était quelqu'un de très explicite, mais il dit la première chose, la première porte à travers la conscience, c'est pas le corps. La méditation, c'est pas quelque chose de métaphysique. Quand mon maître a rencontré Thomas Merton, un grand contemplatif chrétien, un trappiste, qui était aussi un homme de non-violence contre la guerre de Vietnam. Et il s'intéresse à qu'est-ce qu'on fait dans le monastère zen, parce qu'on connaît le monastère trappiste, le monastère catholique, de différentes des contemplations. Et c'était quelqu'un qui s'intéresse beaucoup dans le zen aussi. Il a traduit des œuvres de D.T. Suzuki, un peu un pionnier de zen, en anglais ou français, mais Thai dans c'est classique de Thai. Le zen, c'est très direct encore. Et dans le monastère zen, on apprend de fermer la porte. Et on va commencer de petit, entrer en intimité avec notre corps, qui est comme un temple. Notre corps est un temple, mais souvent le temple est vide. Quand le temple est vide, la porte de la fenêtre, il s'ouvre et la poussière va entrer dans le temple, les insectes, les araignées. Et la première chose on apprend, c'est de juste refermer cette maison, ce temple que peut-être on avait abandonné pendant des années, de fermer cette porte, d'allumer un feu d'abord, un petit balayer un petit peu, de mettre un peu de vase de rose, et on reprend d'être avec le corps. Le corps, c'est un monde très vaste. Dans le zen, on dit ce qui est important, les choses que, en fait, toujours là, Oui. mais on n'est jamais conscient. Parce qu'on avait négligé pendant tellement de temps dans notre pilote automatique. Et le Bouddha, il a donné de pédagogie très claire comment être en lien avec le corps, par la posture. Chose classique, on s'appelle le scan du corps, de réapprendre à prendre conscience de tout ce qui passe dans notre corps pour vraiment se libérer de toute la tension qu'on garde. Beaucoup de notre tension, c'est inconscient. Oui. Qu'on porte dans le passé, dans le présent, et qu'on va projeter dans l'avenir. Et ça, c'est la libération au niveau du cœur qui, on dit, libère la tension du passé. Et à fur et à mesure que notre concentration, notre pleine conscience se stabilise à travers ça, le monde des émotions, c'est plus subtil. Et le beau souffle, il accompagne la contemplation. Qu'est-ce que c'est une émotion?
Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les émotions sont purement psychiques, d'autres qui disent que les émotions sont des phénomènes physiologiques, d'autres qui disent que les émotions sont voilà, d'autres facteurs. Mais en fait, c'est tout ça. Mais comment on peut vraiment maintenant avoir une expérience directe de l'émotion? Ça, c'est très particulier dans l'enseignement du Bouddha, que tout le protocole qu'on utilise, par exemple, pour le MBSR, qui est créé par Dr. Jan Kabat-Zinn, le MBCT, le plein conscience pour la thérapie cognitive, c'est basé sur cette sensibilité du cœur, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, pour libérer tout notre stress, notre bagage, la clé, c'est comment je peux être plus sensible à mes sensations. Toi, en tout cas, tu as essayé de simplifier tout ça. Dans ta formation, Oui. tu as simplifié. Dans la formation, juste Ouais. par le souffle, par la Voilà. contemplation. On Ouais. n'a pas besoin, dans le zen, le non-faire, c'est très important. Ne rien faire. Ouais. Et tu C'est apprends à ne comme, rien faire, en fait. Tu oui. apprends dans cette formation. Au bout de 8 semaines, on ressort comment, Date? Au bout de 8 semaines, j'espère qu'on va sortir avec plus de sensibilité de notre cœur, Oui. nos émotions, Oui. notre pensée, qui est encore plus subtile, comment gérer le monde de notre pensée, que je pense que tout le monde en a la difficulté. Mais après, maintenant, de vraiment contempler le monde. Le monde, si vous voulez, c'est comme un photo sans cadre. C'est ce mystère, comment s'appelle ce monde, que des fois on oublie. Et l'invitation dans cette formation, c'est de re-regarder le monde. Dans le zen, on dit dans notre esprit de débutant. C'est joli. En tout cas, sachez que ce soir, vous avez une offre de lancement qui est de moins 30%. Donc, on vous propose cette formation à 129 € au lieu de 185. Vous pouvez bien sûr, comme à chaque fois, payer en 2-3 fois. Donc, 129 au lieu de 185. Et bien sûr, cette offre, elle est valable dans une durée de temps limitée jusqu'au 24 janvier. Mais ce qui est très intéressant dans cette formation, c'est que si vous achetez la formation, vous allez avoir un super bonus qui est l'instant zen. L'instant zen, c'est un moment particulier que vous allez pouvoir, et ça, il y en a très peu qui l'offrent, c'est un Zoom de 25 minutes avec toi pour un accompagnement individuel de 25 minutes. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont acheter cette formation, exactement, et dans les prochains jours, auront 25 minutes avec toi. C'est un très joli cadeau que tu fais là. Pour moi, c'est très important parce que c'est à travers mon propre expérience. Mon maître était quelqu'un comme ça. Il a accueilli le grand diplomate, mais il a accueilli une simple femme de ménage qui a besoin de l'écoute. Et je pense que le zen, c'est cette intimité. Et dans une formation comme ça, j'ai eu vraiment le cœur de vous suivre jusqu'au bout pour voir que je suis pas là juste pour vous donner une certaine formation et je vais partir après, mais c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, qu'on comprend dans ce monde inconscient de vivre plus consciemment. Et c'est une approche très holistique, on dit. Dans cette formation, il a des exercices de méditation guidée. Oui. Il a le travail du cœur, parce que le corps est très important dans les 10 mouvements de pleine conscience. Les échauffements aussi. Et c'est qu'on s'appelle le 5 yoga tibétain, qui est une manière très, très efficace pour s'équilibrer l'énergie, notre énergie, s'harmoniser. Ouais. En tout cas, il y a des vidéos, vous avez des MP3, Date vous accompagne pas à pas pendant cette formation. Vous avez vraiment 8 semaines, c'est très complet, ça vous permet de ralentir. Moi, j'ai adoré cette formation. Ça a été un moment de vrai partage. On a l'impression vraiment d'être avec toi. En plus, les paysages sont somptueux, donc ce qui ne gâche rien. Quand on habite dans les grandes villes, ça nous fait plaisir d'aller voir de la belle nature comme ça. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer aux questions. Je vois que l'heure tourne, qu'en principe, j'aurais déjà dû rendre, comme on dit, l'antenne. Mais on va prendre encore quelques minutes pour prendre vos questions, bien évidemment. Y a-t-il une différence, Séverine nous demande, entre cette formation et celle de la voix du cœur, Date? La voix du cœur, c'est la vision. On dit sans une carte, notre conscience, c'est tellement profond, c'est tellement un mystère. Mais si on n'a pas une carte pour voyager,
on peut se perdre très, très facilement. Ouais. Le voix du cœur, ça vous donne une vision. Et Anapanasati, vraiment, ça va vraiment étudier le souffle. C'est consacré de juste la chose le plus importante pour nous. Je vous rappelle, c'est notre respiration. La respiration, en fait, c'est la vie. Il y a Jocelyne qui nous demande combien de temps dure chaque séance. En fait, vous avez des vidéos entre 10 et 20 minutes et après, vous avez des exercices à chaque fois. Est-ce que c'est bien ça, hein? Oui, concrètement, il y a un enseignement pour vous donner les apports théoriques pour bien comprendre. Voilà. Après, il y a des textes des études pour vous donner maintenant une compréhension. Après, dans la post-classe, on appuie sur 4 piliers. Voilà. On dit pour vraiment avoir une certaine expérience, l'intellect ne suffit pas. Pour lire un livre sur le plein conscience, ça suffit pas. Ou pour faire une application, ça suffit pas. Parce que ça manque des ingrédients. C'est juste pour faire un bon ratatouille, c'est juste pas des aubergines que je veux mettre. Donc, c'est 4 piliers dans la tradition zen qui a son efficacité de siècle en siècle. C'est les études qui est là, la pratique. Donc, il faut que maintenant on mette tout notre cœur dans la pratique. Oui. Le troisième, c'est le quotidien. Donc, je vous donne juste quelques astuces dans la journée, on prend conscience de temps en temps. Ça va aider d'avoir une continuité. Le Bouddha, il dit sans continuité, la claire compréhension, la vision profonde, il peut pas venir. Le troisième, c'est la créativité. Dans la tradition. Oui, quatrième. Dans la tradition zen, c'est un certain véritable art. On sait que le zen, dans le flair, dans la poésie, dans la calligraphie. Et on va s'épuiser sur ce qu'on s'appelle le gatha. C'est juste quelques versets qui vont nous rappeler un acte quotidien qu'on va faire, mais maintenant avec l'attention et l'intention. D'accord. Attends, tout le monde ouvre le robinet, on lave notre visage, on brosse nos dents tous les jours. Ce qui fait en conscient. Et quand vous faites en conscient, vous pouvez voir que l'eau, il vient de la source. Il vient de la montagne. Il y a Saïda qui dit, on peut garder la formation combien de temps? Je vais vous répondre, c'est à vie. La formation, une fois que vous l'avez achetée, elle est pour vous. Et Françoise aussi, si je ne suis pas disponible à une séance, c'est de l'enregistrement, c'est des vidéos. Donc, précisez peut-être votre question, Françoise. Une séance individuelle avec date, je pense qu'il aura la gentillesse de vous donner une autre séance, à mon avis. Oui. Juste une question de Sarah. Je me demande pourquoi les enfants respirent spontanément profondément puis perdent cette façon innée de respirer? Tu peux répéter la question? Plus doucement. Pourquoi les enfants respirent spontanément profondément puis perdent cette façon innée de respirer? Quand on devient adulte, Une hypothèse, c'est, par exemple, on a le développement de notre sens du soi. Et on dit dans la psychologie, à partir de 6-7 ans, on a ce qu'on appelle l'autoréférence, que moi j'existe en rapport à l'autre. Et maintenant, on n'est plus dans l'état naturel, parce qu'un enfant, un bébé de 2-3 ans, il respirait par le bas-ventre, parce qu'il a toujours son verticalité, et son notion de le passé et le futur n'est pas encore construit. Et pour moi, pour nous, par exemple, on est en train de faire un chemin de retour. Notre chemin, c'est pas apprendre plus de choses, mais de lâcher. C'est pas pour le chemin de la pleine conscience, c'est le chemin de désapprentissage. Oui. Parce qu'on est à travers notre cognition, à travers notre évolution, on perd cette capacité de respirer parce qu'on fait des choses encore automatiquement et tous deviennent automatiques. Oui, alors, je regarde. Non, mais c'est à peu près tout. Le bossou vient d'une respiration par le ventre ou pas forcément? C'est le deux. C'est tant qu'on est conscient de notre souffle, on est en train d'aller vers le beau souffle. Une conscience sans contrôler,
juste porter notre attention avec la bienveillance, avec la curiosité. Mais par exemple, les gens qui font de yoga ou de vélo, c'est un début de le beau souffle parce que vous Et êtes oui. obligé de prendre conscience de votre respiration. Les gens qui sont malades, donc c'est pas forcément où, mais c'est juste la conscience est là. Ça, c'est la première chose. On pourrait rester une nuit et discuter et partager avec toi, hein, mais le temps là doit s'arrêter, en tout cas pour ce webinaire-là. Date, ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Un tout petit mot peut-être sur ton centre que tu diriges. Toi, tu vis dans une communauté en fait, hein? Oui, il y a 8 ans, moi et mon épouse et des amis, on avait créé ce centre pour être, ça s'appelle le Cèdre Bleu en Haute-Loire, Oui. pour en fait, parce que je pense que il suffit pas juste de parler de la pleine conscience, mais il faut voir comment ça se Vivre. vive Mm. pour que ça touche notre cinq sens. Et comme ça, on est aligné sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Et je voulais vraiment créer un lieu comme mon maître, quand j'ai vu mon maître vivre le quotidien. J'ai vécu jour et nuit avec lui des fois. Et c'est vrai que il nous apprend la simplicité de retourner à la terre, de vivre ensemble, la solidarité, toutes ces valeurs qui est important pour nous. C'est Des beau, hein? fois, on voit moins dans la société, malheureusement. Mais c'est un lieu pour moi, c'est un carrefour entre un monastère zen, un ashram et Emmaüs. Parce que des fois, on accueille les gens qui sont en souffrance et juste pour qu'ils puissent guérir, et reprendre leur vie. Un lieu de partage aussi, où on a des projets, mais surtout on offre de retraites, de stages. Ça fait partie de l'entraînement aussi, le moment de retraite. Si on veut vraiment cultiver et solidifier, consolider la pratique. En tout cas, merci beaucoup pour ta simplicité, ta tendresse, ta compassion, l'amour que tu nous as donné aussi ce soir et bien sûr ton savoir-être. C'est un vrai plaisir d'avoir suivi quelques-uns de tes enseignements et surtout d'avoir expérimenté avec toi. Moi, j'adore dans les webinaires quand on expérimente parce que je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que l'expérimentation. Comme ça passe directement dans le corps. Veuillez m'excuser, c'est vrai que j'ai moi un bon rhume. Je vais aller me faire un bon petit teint. J'espère que ça ne vous a pas contrarié en tout cas et que la voix était correcte. Merci pour vraiment la valeur de cet échange. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot à toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir? Oui, tout d'abord, voilà, merci pour votre participation, pour voir surtout pratiquer ensemble. Merci Laura et l'équipe de Vivo pour créer ces conditions. Et moi, j'aimerais juste clore vraiment avec cette notion de l'être humain encore, je reviens. Et pour moi, c'est une expérience de l'amour, de communion. Ça, c'était voir mon maître. Peut-être je peux vous raconter un peu cette histoire de cette photo, parce qu'il y avait un moment où j'ai cru que cette vie monastique était plus pour moi. J'ai vécu ça pendant des années. J'avais chanté un autre appel. Je veux juste réentrer dans la vie et juste être une personne normale, hein, qui va marcher dans la rue sans être regardé, qui va pas être honoré tout le temps. Et j'ai dit ça à mon maître et j'attendais parce que j'avais toujours peur. J'avais un père qui était dans le militaire, qui était très fort et qui était toujours contre tout ce que je dis on voulait faire, surtout être moine. Hein. Entre le militaire et le moine, c'est deux mondes différents. J'ai dit, taille, je pense que cette vie est plus pour moi. Et simplement, il a juste dit, venir ici. Et il a donné sa bénédiction. Il dit, quelque soit que vous faites, c'est comme tu as compris l'essentiel. Et tu peux juste partir. Et ça, pour moi, l'amour est libre. Si on se sent pas la liberté dans notre amour, moi, je questionne cet amour. Vraiment, quel que soit dans une vie en couple, dans la société, avec une personne. Et j'ai vu cet homme, il était libre. Et juste pour clore,
encore un peu plus clore avec un moment de conscience, avec 3 sons de la cloche, et on peut juste tous aller faire les choses qu'on a besoin, hein, si ça te dit, Laure. Avec grand plaisir. Donc, corps, l'esprit, parole en parfaite unité. J'écoute ce son de la cloche. Et que ce son va résonner dans tout l'univers, même dans la partie la plus sombre, que les êtres qui l'entendent entendent s'éveiller et se libèrent de la peur et la mort. Donc, Laura, prends soin de toi. Repose-toi. Merci beaucoup, Gab. Bonne soirée à vous tous. On vous souhaite une très très jolie nuit, mais je pense que vous allez bien dormir ce soir, c'est une évidence. Vous avez évidemment le replay dès demain dans votre boîte à lettres, dans vos boîtes aux lettres, vos emails, et bien sûr toutes les informations sur la formation de date si ça vous intéresse. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une vraiment belle fin de soirée et je vous dis à tout bientôt. Merci d'être. Merci. Merci.